Bonjour chers élèves, chers collègues. Vous avez devant vous M. Ndiour, professeur de philosophie. Cette présente vidéo va porter sur l'épistémologie. Donc c'est un thème qui est inscrit au programme de philosophie pour les élèves de terminale L et S. C'est une initiative, cette vidéo est une initiative du collège Bassirou Mbacké, n'est-ce pas, qui donc voudrait accompagner un peu les élèves, n'est-ce pas, lors des révisions à la maison. Voilà. Maintenant, pour aborder un peu la réflexion, je vais vous présenter le plan suivant. D'abord, nous avons au tableau les différents points donc, que nous allons étudier ensemble. D'abord, pourquoi et qu'est-ce que l'épistémologie? Ensuite, il s'agira pour nous de réfléchir sur la science. Qu'est-ce que la science? D'aborder ce qu'on appelle les différents types de sciences. Et en dernier lieu, la science comme refus des certitudes inébranlables. D'abord, la première question, pourquoi et qu'est-ce que l'épistémologie? Il faut déjà préciser que le mot épistémologie est forgé à partir de deux vocables grecs. Il y a épistémé et logos. Le mot épistémé signifie science, mais également ça peut signifier connaissance. Et logos signifie, n'est-ce pas, étude ou discours. Donc ça veut dire qu'au sens littéral, l'épistémologie signifie quoi? L'épistémologie au sens littéral signifie donc un discours, n'est-ce pas, sur les sciences ou bien l'étude des sciences. Il y en a qui, on pourrait tenter de définir l'épistémologie comme ce qu'on appelle la théorie de la connaissance. Mais il faut préciser que lorsque nous sommes dans le milieu francophone, et c'est le milieu dans lequel nous évoluons, donc l'épistémologie n'est pas à confondre avec la théorie des connaissances, mais c'est simplement la philosophie, n'est-ce pas, des sciences. Si tant est que toute connaissance n'est pas une connaissance scientifique, n'est pas une connaissance scientifique. Ici, les types de connaissances donc, qui intéressent donc l'épistémologue, ce sont des connaissances, n'est-ce pas, scientifiques. Donc ce discours-là est un discours qui porte sur les sciences. Voilà, maintenant, on peut s'interroger un peu sur la nature de ce discours-là. Quelle est la nature du discours, n'est-ce pas, qui porte sur les sciences? Il va de soi que ce discours-là n'est pas un discours scientifique. Je veux dire simplement que l'épistémologie, ce n'est pas un discours scientifique, n'est-ce pas, parce que ce n'est pas le scientifique qui, de façon scientifique, va parler de la science, mais l'épistémologue, il se situe, n'est-ce pas, sur le terrain de la philosophie. Donc, ce discours-là sur les sciences est un discours philosophique sur les sciences. Voilà, donc, ce qui donc amène à se demander de quel droit le philosophe ou bien l'épistémologue qui se situe sur le terrain de la philosophie peut-il se permettre donc de réfléchir sur les sciences? La réponse la plus rapide est celle qu'on pourrait un peu tirer d'Aristote. Parce que Aristote, le philosophe, n'est-ce pas, de l'Antiquité grecque, lui, il montrait qu'en réalité, faire déjà de la philosophie, c'est réfléchir sur toutes choses. Voilà. Mais si on approfondit la réflexion, là, on pourrait donc se dire que si l'épistémologue, ou bien, n'est-ce pas, le philosophe,
se permet de réfléchir sur la science, c'est parce que la science, n'est-ce pas, elle pose un certain nombre de problèmes qu'elle ne résout pas. Elle pose des problèmes, n'est-ce pas, dont le traitement n'est pas scientifique, dont le traitement n'est pas scientifique. Quels sont ces problèmes? Ce sont des problèmes qui sont liés déjà à la vérité des sciences, des problèmes qui sont liés à l'objectivité, n'est-ce pas, de la science, des problèmes qui sont liés même à la méthode, même, ou bien aux méthodes qui sont utilisées dans les connaissances scientifiques. Prenons par exemple le problème de l'objectivité. Parce qu'on sait déjà que l'objectivité est considérée même comme étant une pierre angulaire de la pensée scientifique. Mais cette objectivité-là, elle pose problème, n'est-ce pas, dans les sciences. L'exemple que je pourrais ici donner, c'est l'exemple, n'est-ce pas, de l'histoire. Et là, je me pose la question de savoir, est-ce que l'historien, en tant que scientifique, est-ce qu'il est en mesure de parler objectivement des faits du passé? Est-ce que très souvent, lorsque l'historien donc nous parle de ces faits, est-ce que souvent la fibre patriotique, ou bien, n'est-ce pas, les intérêts idéologiques, politiques, ne font pas surface et empêchent donc à l'historien d'être tout à fait objectif? Donc c'est ça une question, n'est-ce pas, à laquelle, n'est-ce pas, une question que nous sommes en mesure de nous poser. Et l'expérience a montré que, malheureusement, très souvent, l'historien a du mal à se démettre de sa subjectivité. L'exemple que nous pouvons donner, c'est le cas de Michelet. Michelet, un historien français qui, à un moment donné, s'est proposé véritablement de rompre avec toute extériorité, de s'enfermer, de faire des études pour proposer ce qu'on appelle une histoire objective de la France. Mais lorsque Michelet a présenté sa production à la communauté scientifique, on s'est rendu compte qu'en réalité, il a beaucoup plus rendu compte, n'est-ce pas, de sa vie que de l'histoire de la France. Donc, ce que veut dire quoi? Ce qui veut dire donc qu'en réalité, il y a une certaine dose de subjectivité, n'est-ce pas, dans ce qu'on appelle dans l'histoire. Hein? Au point même que certains même en arrivent à dire que l'histoire n'accède pas à la rigueur, n'est-ce pas, des autres sciences. Elle n'a pas cette objectivité, n'est-ce pas, qu'on pourrait retrouver, n'est-ce pas, dans les autres sciences. Hein? Et on se permet même de dire que l'histoire est une science molle. Et quand on dit une science molle, c'est pour véritablement opposer cette science-là aux sciences qui sont appelées les sciences dures. Voilà. Ce qui ne signifie même pas que même ces sciences-là qui sont appelées, n'est-ce pas, des sciences dures, que ce sont des sciences qui sont à l'abri, n'est-ce pas, de la subjectivité. Hein? Et même dans ces autres sciences-là également, on sent que très souvent, il y a une certaine irruption, n'est-ce pas, de la subjectivité. Voilà. Donc, c'est parce que déjà, l'objectivité est une pierre angulaire de la pensée scientifique. Or, on se rend compte que la science n'est pas à l'abri de la subjectivité. Hein? Elle n'est pas parfaitement objective. Donc, de ce point de vue-là, n'est-ce pas, on peut s'interroger, l'historien peut, du moins l'épistémologue est en droit donc de s'interroger un peu sur l'objectivité, n'est-ce pas, des pensées scientifiques. Un autre problème, c'est le problème qui est lié un peu à la méthode. La méthode. Hein? Là, par exemple, est-ce que, par exemple, une méthode qui trouve ses origines dans une science particulière, est-ce que cette même méthode peut être véritablement appliquée, n'est-ce pas, dans les autres sciences? Je donne un exemple. Quand, par exemple, nous prenons le darwinisme, Darwin qui a mis sur pied ce qu'on appelle la théorie de l'évolution, et dans cette théorie, il nous montre que les êtres vivants luttent pour l'existence. Et à partir de là, il parle, n'est-ce pas, de la sélection naturelle, pour montrer que dans cette lutte pour l'existence, ce sont les êtres qui sont les plus aptes qui survivent, mais que les plus faibles, n'est-ce pas, disparaissent. Maintenant, cette théorie de la sélection naturelle a été reprise par certains, mais dans le domaine social. Et ils ont essayé véritablement de parler de darwinisme social, n'est-ce pas? Donc, pour montrer que, est-ce que donc, de ce point de vue-là, au niveau de ce qu'on appelle les sciences humaines, est-ce qu'on est en mesure donc d'appliquer ce qu'on appelle la théorie de la sélection naturelle? De la même manière que Darwin a parlé, n'est-ce pas, de cette théorie-là dans ce qu'on appelle dans le domaine du vivant.
Donc, il y a une certaine extension. Voilà. Donc, est-ce que donc une théorie, n'est-ce pas, qui trouve ses origines dans une science particulière, dans un domaine particulier, véritablement, peut être étendue à un autre domaine qui serait tout à fait un domaine différent. Donc là, on parle de ce qu'on appelle des extrapolations de la science. Est-ce que d'un domaine à un autre, on doit avoir les mêmes méthodes, n'est-ce pas, les mêmes méthodes d'investigation? Est-ce qu'on doit avoir même ce qu'on appelle les mêmes conclusions? Voilà. Donc, ça également, c'est un problème qui pourrait, n'est-ce pas, intéresser, n'est-ce pas, l'épistémologue.